Bonjour et bienvenue aux conférences mensuelles du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires. Hello and welcome to the series of online colloquia of the Center for Research on Educational and Community Services. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous Melissa Villela, qui nous parlera du racisme systémique dans l'éducation franco-ontarienne. We are delighted to have here with us Melissa Villela, whose presentation will be about systemic racism in Franco-Ontarian education. The conference will be held in French. Je suis Eduardo González Castillo, co-directeur du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires. Dans le centre, nous collaborons avec des partenaires communautaires pour co-créer et mobiliser les connaissances afin d'améliorer les politiques, les programmes et les services. Notre travail met l'accent sur l'inclusion sociale et se concentre sur la recherche appliquée, l'évaluation et la formation. Through CREX, we collaborate with community partners in the education, social service, health, and government sectors to co-create and mobilize knowledge to improve policies, programs, services, and practices. Our work emphasizes social inclusion and focuses on applied research, evaluation, and training. Our vision in CREX is inclusive knowledge, better society. So we try our best to pursue inclusion and participation in all research, activities, and relationships. Avant de commencer, j'aimerais faire la déclaration d'affirmation autochtone de notre université. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons les liens sacrés de longue date l'unissant à ces territoires qui demeurent non cédés. Nous rendons également hommage à tous les peuples algonquins qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Melissa Villela est professeure adjointe à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ancienne étudiante au doctorat de l'université. Elle est membre du centre. La session aura lieu en français. Avant de commencer, je vais vous expliquer comment on va procéder. Et Melissa réalisera une présentation de 45 minutes environ et par la suite, nous aurons une période de discussion. L'horaire prévu pour la fin de la conférence est 1h de l'après-midi, mais il est possible de dépasser cette plage horaire de quelques minutes. Vos microphones seront fermés pendant la présentation, mais vous pourrez toujours utiliser les modules de conversation, les chats, pour interagir avec l'auditoire. La séance sera enregistrée. Si c'est votre première participation au CREX, nous tenons à vous informer que ce trimestre, les centres organisent une série de conférences très intéressantes. L'accès est toujours gratuit et ouvert à la communauté universitaire et au grand public. Vous recevrez des informations sur ces conférences par courriel dans les jours prochains. Sans plus tarder, je laisse la parole à Melissa Villela. Donc, entre autres, pour bien cerner ma perspective, à la fois ce qui fait partie de mes billets, mais également de mon expertise. Je suis originaire de la région du Niagara. Donc, je suis une fière franco-ontarienne, dont du côté de ma mère, ça fait 16 générations que le français fait partie des antécédents de la famille. Je me considère une citoyenne du monde également. J'ai été directrice d'école en Ontario ainsi qu'enseignante en Ontario et au Québec. Et je suis plurilingue et pluriculturelle également. Et présentement, je suis professeure adjointe à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et puis directrice du programme des directions d'école. Donc, je fais partie, entre autres, de l'élite blanche francophonie au Canada, dont on va parler aujourd'hui et examiner certains exemples. Avertissement. Cette communication peut contenir des propos, des informations, des images qui peuvent heurter la sensibilité de certains ou de certaines. En bref, aujourd'hui, vous êtes non seulement appelés à voir et à entendre autrement les propos, les informations et les images présentées,
mais aussi de considérer la possibilité d'agir autrement à l'égard de celle-ci. Moi aussi, j'ai une reconnaissance autochtone à faire. Reconnaissons que tout allochtone, c'est-à-dire une personne non autochtone, vit et travaille sur des terres ancestrales appartenant aux Autochtones. Également, puisqu'on va parler du racisme systémique anti-noir en particulier, n'oublions jamais que les Noirs canadiens contribuent à l'édification du pays depuis plus de 400 ans, y compris au sein de la francophonie canadienne, même si on n'est pas toujours au courant de l'histoire selon ce qu'on a appris à l'école. Également, il s'agit du mois de la francophonie. Soulignons notre fierté des francophones, toi, moi, nous ensemble. J'aimerais préciser ici que quand je parle de francophone, je parle de la définition du Larousse, c'est-à-dire locuteur du français, et ce qui ne se réduit pas à des locuteurs du français né au Canada, comme on entend à l'occasion sur le plan politique. La population noire au Canada, la population noire constitue le plus grand groupe des minorités visibles que nous avons au pays, et ce, depuis plusieurs années. Et même si la population ne représente que 3,5% de la population totale, parmi les minorités visibles, elle représente 15,6% de la population de minorités visibles, dans son ensemble, toutes langues confondues. Lorsqu'on regarde la population noire, qui est aussi de langue maternelle française, nous sommes rendus à 19,6%. Et lorsque nous regardons les pratiques langagières à la maison, 28% des personnes noires parlent le français à la maison, comparativement à 23,4% population totale de la population français à la maison. Donc, on peut voir que le français occupe une place centrale au sein des populations noires et francophones. En Ontario en particulier, puisque nous allons parler de l'école franco-ontarienne, 6% des personnes noires ont déclaré le français comme langue maternelle, mais des nouveaux arrivants en Ontario dont le français est la première langue parlée, parce qu'on peut avoir une langue nationale, par exemple, comme langue maternelle, 31,4% étaient noirs. Donc, quand on regarde les nombres, on voit, comme j'ai déjà mentionné, que les populations noires sont importantes au niveau des minorités visibles au Canada. Le plan de la présentation aujourd'hui, on devrait être en mesure d'aborder les 11 éléments que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une mise en contexte de mon étude doctorale, ce qu'est le racisme systémique. J'ai mis mise en contexte 2 fois, je le corrigerai. Citation, la perspective que j'utilise. Nous allons regarder des exemples par rapport au personnel enseignant noir. Également, le programme d'appui pour les nouveaux arrivants. Une conclusion, il y a des références et nous passerons à la discussion. Donc, mon projet doctoral. Dans le fin fond, mon projet doctoral a débuté comme l'exploration d'une compétence interculturelle de 9 leaders éducatifs et systémiques de l'Ontario, dont la plupart ont été ou sont à la direction d'école, qui ont également formé des directeurs d'école et des enseignants haïtiens en français en Haïti. Gardant à l'idée que Haïti est le premier pays noir ayant obtenu son indépendance de la France et qui paye encore une dette pour leur libération, puisque la France dit qu'elle est en train de payer les esclavagistes qui ont perdu entre autres leurs esclaves et autres propriétés, parce que les esclaves noirs étaient considérés de la propriété. En analysant la première phase de mes données au niveau de la conception d'une compétence interculturelle, et lorsque j'ai posé la question quels sont les incidents critiques vécus nécessitant une compétence interculturelle dans votre milieu, tous les incidents, à l'exception d'un seul, concernaient des personnes de minorité visible. La plupart des incidents concernaient des personnes noires,
et la grande majorité des incidents critiques qui concernaient les personnes noires concernaient aussi des hommes et des garçons noirs. Lorsque je parle d'un incident critique, je parle d'une expérience positive ou négative ayant influencé le leadership du participant. Donc, au cours de la deuxième partie de l'étude, ce que vous voyez à la droite, j'ai passé une entrevue aux participants en leur indiquant ce que mes données indiquaient, c'est-à-dire au niveau des personnes noires et les incidents critiques qui ont été partagés. Donc, la troisième partie de l'entrevue, en plus d'un questionnaire sur la compétence interculturelle, concernait des questions sur la race, les racialisations, les racismes, l'éducation antiraciste. Mais avant qu'on parle d'une panoplie de termes, j'aimerais bien qu'on passe un moment à regarder un peu de théorie pour s'entendre sur la définition que je privilégie aujourd'hui du racisme systémique. Donc, on entend souvent parler du racisme individuel, qui est ici un racisme individuel. C'est par exemple quand on traite une personne noire, autochtone ou de couleur d'un nom péjoratif. Le racisme structurel, c'est la façon dont les institutions traitent différents groupes de personnes, comme par exemple comment l'école ou un service de police peut traiter les personnes noires, comme appeler la police pour intervenir auprès d'un élève à la maternelle, alors qu'on ne le verrait peut-être pas aussi facilement avec un autre groupe. Le racisme sociétal, ce sont les lois, les règlements d'un pays qui excluent les personnes noires de certains postes. Et ensemble, les trois éléments sont imbriqués. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien beau, mais je pense que Alison Crump le résume bien et c'est aussi appuyé par Carl James, un chercheur noir de l'Université York, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Les racismes ne devraient pas être interprétés comme des actes individuels de préjudice ou d'injustice. Cela les rend trop faciles à écarter, mais plutôt comme indicatifs de facteurs historiques, institutionnels et juridiques qui sont devenus profondément enracinés dans la société et qui nécessitent un examen. Donc, je vais vous dire ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Le contre-exemple au racisme systémique, c'est le linguicisme, c'est-à-dire la discrimination linguistique entre l'élite blanche, que je ne considère pas un racisme. Pour moi, la discrimination linguistique qui se passe entre l'élite blanche francophone et l'élite blanche anglophone est en effet de l'infrapolitique, c'est-à-dire un discours discret de la lutte politique pour maintenir le pouvoir, parce que c'est un pouvoir, dans les deux cas, quoique pas tout à fait pareil dans toutes les instances, mais qui exerce un pouvoir sur d'autres groupes. Le défi, en particulier par rapport au milieu francophone minoritaire, je pense, a été bien ciblé par Paul Carr, un ancien agent du ministère de l'Éducation, qui a été responsable du dossier de l'antiracisme et qui est aujourd'hui professeur à l'Université du Québec en Ottawa et dont la thèse portait sur le sujet de l'antiracisme. Il dit ce qui suit, et je lis. Les francophones minoritaires blancs ont estimé que la principale question était celle de l'assimilation linguistique. En général, la compréhension de la problématique de l'antiracisme soit moins bonne dans ce secteur que dans le secteur majoritaire anglophone. C'est un domaine sous-exploité et les francophones des minorités raciales ont passé les 15 dernières années à essayer de se faire entendre. Un collègue m'a dit tout à fait discrètement lors de la présentation que j'ai faite, nous sommes discriminés à cause de notre accent. On m'a dit, le problème n'est pas le même dans la communauté francophone. Tout au long de mon mandat à l'intérieur du gouvernement, j'ai constaté que les minorités raciales, en se fondant uniquement sur leur origine raciale, leur identité et leur expérience, croyaient que le racisme existait bel et bien et de plus qu'il était nécessaire de faire quelque chose. Remarquez bien la date qui est inscrite à l'écran comme étant 1986. Donc, moi, je me suis demandé comment est-ce que je peux examiner les racismes systémiques présents au sein de la francophonie
sachant ce que je connais au niveau de la langue, que la langue est rattachée à la culture et qu'on a quand même des oppressions qui se passent au sein de la francophonie, qu'on voit également d'une certaine façon au sein de l'anglophonie. Donc, j'ai trouvé une théorie qui s'appelle le Langue-Cri, qui reconnaît que les racismes sont des éléments réels de la société, qui tiennent compte des hiérarchies et des frontières socialement construites et négociées, et qu'on regarde l'intersection de différentes dimensions de l'identité, et qu'on regarde la façon dont la langue locale, les pratiques, les histoires individuelles sont liées au contexte social plus large, des pratiques et des discours politiques et historiques par le biais de relations qui sont tissées ensemble en tant que réseau de relations. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, c'est une théorie qui permet de regarder les intersections de la langue, de la construction sociale, de la race et des identités. Et c'est une lentille avec laquelle on peut examiner le racisme systémique anti-noir au sein de la francophonie canadienne et en particulier au sein de l'école franco-ontarienne, puisque c'est l'élite blanche qui contrôle ce qui se passe dans ces écoles. Donc, quand on va regarder, et j'ai parlé auparavant de linguicisme, on va regarder des sujets à la fois visibles et audibles, l'appartenance à la communauté francophone qui est plutôt construite sur une échelle mobile d'appartenance qui est déterminée en fonction des similitudes et des différences visibles et audibles, c'est-à-dire le sujet vu et entendu. Donc, en contexte canadien, on réduit les identités linguistiques officielles au français et à l'anglais, mais ces classifications socialement construites et fondées sur les communautés colonisatrices de l'élite blanche née au Canada ne tiennent pas compte des enjeux des langues, de l'appartenance ou des identités multiples, dont certaines ne peuvent pas concerner du tout les langues officielles, ni la norme de la blanchitude associée au français et à l'anglais selon l'histoire de la colonisation du Canada. Pour briser les barrières et mener à l'action, à présent, un nombre limité de chercheurs, à ma connaissance, ont publié des articles reconnaissant explicitement les racismes systémiques envers les élèves, les familles et le personnel scolaire noir en contexte francophone minorisé. Et il y a encore moins d'articles qui ont été écrits en français. Aujourd'hui, pour passer à la partie un peu plus pratique, parce que c'est bien d'avoir de la théorie, mais il faut être en mesure de l'appliquer. Et c'est cette partie-ci qui peut être plus difficile pour certaines personnes à comprendre, à regarder ce qu'on fait autrement. Je vous présente deux exemples concrets. Un exemple porte sur le personnel enseignant noir et l'autre sur le programme PANA. C'est-à-dire que même si vous ne voyez pas dans certains exemples, comme ceux qui disent exemple 3 de l'entrevue, et vous ne voyez peut-être pas le mot noir, par exemple, c'est une entrevue qui portait sur la communauté noire. Les questions portaient sur la communauté noire. Donc, juste à noter, rappelez-vous aussi que le racisme sociétal anti-noir plus le racisme structurel anti-noir et le racisme individuel anti-noir égale ensemble un racisme systémique anti-noir. Racisme structurel. Regardons ce que nous avons au niveau des statistiques. Moins de 1% des leaders au Canada sont noirs. Les personnes noires qui sont sans emploi, 19% des femmes noires comparé à 10% des femmes au total au Canada. Et nous avons 15% des hommes noirs qui sont aussi en chômage comparativement à un nombre plus bas également. Les Noirs contribuent à l'éducation du pays depuis plus de 400 ans, mais nos curriculums n'ont pas nécessairement des informations explicites qui sont inscrites. Et même aujourd'hui, même avec le changement, avec le nouveau curriculum de sciences, on dit que tout le monde devrait être représenté sans pour autant être explicite par rapport aux communautés noires ou autochtones. L'élite branche francophone et catholique a eu des esclaves autochtones et noirs, y compris en Ontario français. J'ai fait une analyse documentaire où je pouvais retracer dans
la paroisse associée à la première école franco-ontarienne dans le coin de Sandwich, c'est-à-dire Windsor, qu'on pouvait retrouver des esclaves noirs dans les données. Donc, ce sont des faits que quand on se demande est-ce qu'il y a eu des esclaves en Ontario français, est-ce qu'il y en a eu au sein de la francophonie? Il y en a eu. Donc, ça, c'est un exemple de racisme qu'on voit structurel. Et on va revenir pour voir comment on est en train de descendre l'entonnoir. Lorsqu'on parle du racisme institutionnel, vous allez voir deux types de données à l'écran. D'un côté, vous avez des données des enseignants et des enseignantes de 2018, c'est-à-dire la dernière fois qu'on a demandé des données au niveau des minorités visibles dans le rapport de transition. Et on indique, si vous regardez les chiffres, que les personnes nées à l'extérieur du pays qui ont été formées quand même en Ontario ont presque 6 fois plus de chances d'être en chômage l'année suivant la terminaison de leur bac en enseignement, alors qu'on indique une soi-disant pénurie de professeurs. Donc, moi, je suis allée creuser dans le document encore à nouveau. Et de l'autre côté, on voit que quand on regarde la composition des personnes de minorités visibles qui ont répondu aux données dans le sondage, nous avons 76% qui sont blancs, qui se considèrent blancs. Et si vous regardez les autres identités, vous allez également voir que les personnes font partie des personnes noires, autochtones et de couleur, et également que le plus grand groupe est noir. Donc, il faut se poser des questions lorsqu'on est en train de regarder. Donc, comment est-ce que le racisme, on a parlé du sociétal, on est dans l'institutionnel, comment est-ce que le racisme systémique se produit sur le terrain? Ici, je vous présente Timothée. Timothée est un homme blanc et francophone né au Canada, que lorsque je lui ai posé des questions par rapport à ces incidents critiques, il a parlé d'un de ses amis. Donc, prenez conscience des mots qui sont en gras, on va y revenir. Moi, je connais un de mes meilleurs amis professionnels avec qui j'ai travaillé, qui, lui, il est j'ai enlevé le nom au niveau pour l'anonymité. Et puis, quand il est arrivé au Canada, il n'avait pas de défi en salle de classe. Il a une personnalité qui, naturellement, met en œuvre tout ce qu'on voit dans nos documents politiques, de faire croître le succès, qui est un document de terrain au niveau de l'évaluation, des écoles accueillantes, des écoles saines qui sont des politiques de l'Ontario. Comme lui, c'est ce qu'il voulait naturellement comme pédagogue. Il était enseignant dans son pays, puis il s'est adapté sans hésitation. Puis là, maintenant, il est à la direction d'école. Donc, Timothée nous donne un exemple. Et de l'autre côté, il poursuit la conversation. Puis, on a d'autres personnes de l'entrevue numéro 3, quand on parle des personnes noires, qui arrivent, puis elles sont incapables de s'intégrer. Puis ça, c'est malgré qu'on a essayé de les coacher, on a essayé, c'est juste trop ancré, où le traditionnalisme est trop ancré dans leur pratique, on arrive à un conflit, puis c'est là où on fait des mises à pied, où on fait des évaluations insatisfaisantes. Donc, remarquez que Timothée parle d'une personne noire qui a eu du succès et de plusieurs personnes noires qui n'ont pas eu de succès. En fin de compte, quand on évalue ce que Timothée fait selon Frank et collaborateurs au niveau des microagressions, on voit qu'il utilise des paroles qui font partie de la méritocratie, l'utilisation d'un seul exemple de compétence pédagogique réussie d'une personne noire et de la compétence pédagogique non réussie de plusieurs personnes d'autres personnes noires, ce qui conduit à l'élimination du marché de travail. Il y a de la pathologisation, une mise en œuvre supposément naturelle de tout ce qui est dans les documents ministériels alors qu'on est né ailleurs. Il ignore la construction sociale des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être par rapport au milieu en hiérarchisant ce qui est fait ici comme étant supérieur.
Il y a de la dévaluation persistante des enseignants noirs, au pluriel, une notion figée de l'évaluation des compétences, le maintien du statu quo pédagogique comme marqueur d'un enseignant réussi, c'est-à-dire qui ne change pas. Il parle aussi d'une question de statut de citoyenneté de deuxième classe parce qu'il parle de la citoyenneté par naturalisation versus la citoyenneté. Et je vais y revenir dans mon prochain exemple pour vous l'expliquer encore. Et c'est-à-dire de l'immigration récente en provenance de l'Afrique ou d'un pays, de l'Afrique à prédominance noire. Et ce sont des types de microagressions qui, selon Frank et collaborateurs, amènent aussi des professeurs noirs de mathématiques aux États-Unis à quitter leur poste. Exemple numéro 2. Je vais vous parler d'un exemple de néoracisme culturaliste sociétal qui est en lien avec le dernier exemple. Quand j'ai parlé d'une citoyenneté de deuxième classe, il y a quelque chose qui est imbriqué dans l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui fait en sorte qu'il y a une exclusion de personnes issues de l'immigration à qui on donne un statut différent à partir de l'article 23 de la Charte. En effet, c'est le seul article de la Charte qui limite aux citoyens canadiens l'accès à l'école de langue française. Et si vous regardez les critères qui sont la première langue apprise et comprise et celle de la minorité francophone ou anglophone de la province dont ils résident, qui ont reçu leur instruction en français et en anglais au Canada. Donc, quelqu'un qui a fait ses études, par exemple, au Cameroun en français ne peut pas automatiquement inscrire ses enfants à l'école de langue française. Et nous savons que le plus grand groupe que nous accueillons au sein de la francophonie canadienne est également noir. Et le reste des éléments sont là. Comme mentionné, j'en parle en termes de contexte francophone minorisé du Canada et en particulier du contexte franco-ontarien avec la deuxième partie. Donc, on a remarqué au sein de la francophonie en Ontario et ailleurs au Canada qu'il y avait une exclusion qui se passait, que je constitue être un racisme systémique anti-noir, même si ce n'est pas ce qu'on voulait que ça fasse. Quand ça a été conçu, l'intention n'enlève pas l'action que ça produit. Je vais revenir à ceci. On a créé un comité d'admission que les parents peuvent se présenter pour avoir accès à l'école. Certains conseils scolaires ont un processus automatique, mais il y a des défis qui se produisent avec ceci parce que les gens qui se font exclure, et Natasha McDonald-Dupuis a fait certains reportages qui montrent que ces racismes systémiques-là se sont produits. Donc, si je retourne à une diapo, l'autre aspect que je veux vous apporter par rapport à la Constitution, un autre élément de la Constitution, selon Worling, un avocat, dit qu'on examine les deux alinéas que vous voyez à l'écran séparément. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de la discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau, le sexe, l'âge, etc. Et dans la deuxième partie, on dit que sur le plan linguistique, on peut le faire. L'avocat Worling mentionne dans son article qu'en fin de compte, même si on a la pratique au Canada de regarder les deux séparément, qu'il y a possibilité de regarder ce qu'il appelle une approche dualiste. Donc, gardant l'idée qu'on a la Charte canadienne qui nous dit une chose et ses effets sur l'immigration, y compris les personnes de couleur autochtones également qui n'ont pas accès non plus, et personnes de couleur. Et quand je parle d'accès, je parle d'accès automatique. Et que nous avons des comités d'admission où on peut avoir certains défis comme ceux qui peuvent paraître dans les médias. Je vous dis que c'est important d'en prendre conscience
Parce que même quand on est en 2009, Bisson et collaborateurs ont fait remarquer que même à Ottawa, on aurait eu à ce moment-là 26 écoles de moins si ce n'était pas pour l'immigration. Et nous savons que le plus grand groupe que nous recevons est noir également. Donc, je vais maintenant faire un lien avec le programme PANA. Le programme PANA sur le plan pédagogique s'appelle le programme d'appui aux nouveaux arrivants qui devrait aborder l'initiation à la société canadienne, le code de communication, la lecture ainsi que les mathématiques, les sciences et la technologie pour offrir une mise à niveau. N'oubliez pas que je vais regarder les informations qui sont présentées selon les principes de la théorie critique de la langue et de la race, c'est-à-dire ce qu'on fait avec la langue, languaging, et pas la langue comme telle, et en considérant que la langue n'est pas un élément qui devrait être analysé séparément des autres discriminations de la Charte. Donc, quand vous regardez les données qui sont présentées ici, qui viennent de 6 ans, vous allez remarquer qu'ici, 47 en 2017-2018 venaient de l'Afrique. Donc, on se dit, oui, il y a des pays qui sont prêts à prédominance noire, mais on voit que le pays est quand même bien représenté. Quand on commence à regarder et décortiquer les chiffres, on voit que 7 vient du Cameroun, 3 de Djibouti, 4 du Congo, 6 de la République du Congo, 7 de la Côte d'Ivoire et 7 du Burundi. Étant curieuse, par rapport à 34 du financement qui vient de l'Afrique, du 47 qui revient, je vais aller sortir les taux d'alphabétisation qui sont faits selon des balises internationales de l'UNESCO. Et on va remarquer qu'ici, ça, c'est la moyenne, le premier chiffre, la moyenne nationale du pays, suivi des garçons, suivi des filles. Donc, vous allez remarquer qu'au Cameroun, le taux d'alphabétisation est 85 Je n'ai pas les données pour Djibouti. Le Congo à 82,1 la République du Congo à 85 et 7 est à 83,6 et du Burundi, on a 88,2. Donc, on a des pays à prédominance noire de l'Afrique dont la langue maternelle est aussi une langue officielle et qui ont des hauts taux d'alphabétisation qui se retrouvent automatiquement finançables au sein des conseils scolaires. Donc, le racisme systémique, lorsque j'étais en train d'analyser les données, c'est que quand vous lisez le paragraphe, et je vais prendre le temps de le lire, les élèves immigrants récents sont considérés admissibles au financement du PANA s'ils remplissent l'un des deux conditions suivantes et sont nés dans un pays où ni le français ni l'anglais n'est une langue maternelle de la majorité de la population. Moi, j'ai parlé de la langue officielle d'un pays, donc ils ont fait une distinction alors que dans les pays où j'ai nommé la langue française est aussi une langue dominante, et sont nés dans un pays où la majorité de la population parle une forme de français suffisamment différente du français utilisé dans les conseils scolaires de langue française, et les immigrants récents nés dans les pays suivants ne sont pas admissibles. Vous voyez la France, la Guadeloupe, etc., etc. Donc là, j'étais curieuse à savoir comment on est arrivé à exclure des gens qui viennent du Royaume-Uni, de l'Irlande, d'un financement automatique, et qu'on a certaines places comme la Guadeloupe, mais que les pays de l'Afrique ayant une langue officielle ne sont pas là. Donc, quand on analyse des données, on est en train de dire que le français, implicitement, que le français parlé dans les conseils scolaires de l'Ontario est équivalent au français de la France et des autres pays de l'Occident, comme la France, et le Royaume-Uni, ou quand j'ai creusé encore plus loin, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc., font partie des 13 territoires outre-mer de la France. Donc, de facto, on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire, c'est de parler comme un français qui est comme celui de la France. Donc, j'espère que vous voyez le lien à la néocolonisation qui est réduit au français de la France et
à l'Angleterre. Donc, c'est ça que je veux dire par des racismes systémiques imbriqués. Donc, vous vous dites, pourquoi est-ce que vous en parlez? Quel est l'effet? Donc, là, je vous ai dit qu'on ne peut pas juste regarder une situation, une description d'un racisme selon les propos de quelqu'un, mais bien qu'on doit les situer dans un contexte institutionnel et sociétal. Donc, on a parlé de la charte, comment ça découle avec les pratiques, et voici comment ça se traduit sur le terrain. Si vous regardez ce qu'Ariane, une femme blanche née au Canada, dit, les personnes qui travaillent au sein de cette école me disaient « Ah oui, moi, chez nous, ils sont 80% PANA. » Mais ce qu'ils étaient en train de me dire, c'est que 80% ont la peau brune. Et quand je regardais les statistiques, la plupart, la majorité était au-delà née au Canada. Donc, c'est un néo-racisme culturaliste systémique où on est en train de faire une association entre la peau brune de quelqu'un et un statut d'immigration qu'on ne voit pas comme étant équivalent à une citoyenneté canadienne. Je vous donne un autre exemple d'Ariane. Et elle explique les effets sur le programme PANA, par exemple. Si au niveau du PANA, programme d'appui aux nouveaux arrivants, tu as quelqu'un qui n'a pas les compétences requises pour pouvoir faire face à ce qu'il est censé faire, on pourrait dire la même chose pour ALF. Une de ces séquelles-là, c'est que tu pourrais te ramasser avec des personnes qui vont être identifiées en termes de difficultés d'apprentissage ou même de retard mental à cause de ça. Puis là, ça va être une autre voie de racisme systémique, par exemple. Ça pourrait avoir des conséquences sur la stimulation et le développement cognitif des enfants. Ça peut avoir des effets à long terme. Donc, si je fais un lien avec la recherche de Carl James, nous voyons bien que les enfants noirs qui restent, qui ne se rendent pas à l'université, dans le cas de nos programmes PANA, il y a un financement automatique. Les élèves ne reçoivent pas nécessairement un financement, un appui direct en tout temps et ils sont admissibles au financement pendant 4 ans. Alors que dans l'étude de UO et Véronis, on a des étudiants qui disent qu'ils étaient prêts à passer à l'autre programme et qu'on ne voyait pas qu'ils étaient prêts à le faire. Donc, ils voyaient ceci comme une discrimination. On a ici Schroeder et James en Alberta, en contexte franco-albertain, qui disent que les enfants noirs perçoivent que leurs profs blancs vont donner plus d'attention aux élèves blancs dans le programme et que les élèves blancs sont plus respectés au niveau de leur choix de carrière et quittent le programme plus rapidement. Donc, un éveil. Je vous présente Annie. Annie qui vient d'un milieu où il y a peut-être moins d'élèves nouvellement arrivés au Canada, mais aussi d'élèves noirs et de membres du personnel noir. Elle dit ce que Ariane est en train de nous dire, un éveil. Elle a fait un éveil à cause de son expérience en Haïti. Juste parce qu'on parle le même langage, mais qu'on a différents accents, ne veut pas dire que cet enfant-là a un retard. So, c'est ALF ou PANA que tu devrais regarder et non pas, pardon, c'est le numéro de la page de ma thèse, créer PEI-EED. Puis c'était le manque de respect de l'enfant qui est venu me chercher beaucoup cette année-là. Donc, elle parle de l'exemple. Donc, en guise de conclusion, ce qui peut paraître au départ comme un racisme systémique néoculturaliste, selon mes données dans le contexte de mon étude, est plus souvent un racisme systémique anti-noir. Donc là, peut-être après ma présentation, vous vous posez la question, et où sont les antiracismes dans tout ça? Selon moi, c'est toute une autre présentation. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous passe la parole.